Salut les kids, on va s'intéresser à la partie 1 de la physique nucléaire et on verra aujourd'hui la structure du noyau. Alors, structure du noyau, on va commencer par la masse. La masse d'un noyau va être déterminée avec un appareil, un gros appareil qu'on appelle un spectromètre de masse et qui va reposer sur l'utilisation d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Si je prends une particule chargée qui a une vitesse chargée positive et qui a une vitesse v dans un champ magnétique, elle va subir un mouvement de rotation. En fait, elle va subir une force magnétique, QVB, et elle va se mettre à tourner. Donc, on va avoir un rayon de courbure R. Et si elle tourne, elle est soumise donc à une force centripète qui est égale à la masse fois son accélération centripète et donc égale à mv2 sur R. La force magnétique étant la seule force qui s'applique sur la particule, on va avoir égalité entre ces deux forces. On déduit donc l'expression suivante, mv2 sur R est égal à qvb. Et ce qui est important avec la force centripète, c'est qu'on a la masse de la particule qui intervient. Conclusion, la masse de la particule est égale à sa charge, Q, fois B, fois R, divisé par la vitesse. Alors, pour avoir la vitesse, par exemple, et être sûr que toutes les particules ont la même vitesse, eh ben, on peut, à ce moment-là, coupler un champ magnétique et électrique en faisant rentrer la particule entre deux plaques chargées positif et négatif, donc on va avoir un champ électrique, et on va s'arranger par exemple pour que les deux forces, magnétiques et électriques, aient la même intensité, mais de sens opposé. Et à ce moment-là, on va avoir, puisque les deux forces sont les mêmes, Q fois grand E est égal à QVB, et on en déduit donc la vitesse de la particule qui est égale au rapport de E sur B. Alors, une fois que la particule sort de ce champ électrique, elle va donc subir l'influence du champ magnétique et donc avoir un mouvement de rotation. Alors, sur les premiers spectromètres de masse, ce qu'on pouvait mettre à la fin, c'était une plaque photo sur laquelle on pouvait récupérer l'impact de la particule et à ce moment-là, on était capable de pouvoir déterminer le rayon de courbure qu'a possédé la particule. À ce moment-là, on retrouvait l'expression de la masse du noyau ou de la particule chargée. M est égal à Q, B, R sur V. Après la masse du noyau, sa charge, vous savez que le noyau est constitué de protons et neutrons, qu'un noyau c'est positif, que les neutrons, eux, n'ont pas de charge électrique. Donc en fait, la charge du noyau, c'est tout simplement la charge des protons. Chaque proton va porter une charge égale à plus E. E, c'est la charge de l'électron, mais celle-là sera positive. Et la charge totale du noyau, ça va tout simplement être le nombre total de protons présents dans le noyau multiplié par la charge de chaque proton. Maintenant, pour avoir la dimension du noyau, on va se baser sur l'expérience de Rutherford. C'est lui d'ailleurs qui donnait les premières estimations de la dimension du noyau. Vous prenez une particule, à l'époque c'était des particules alpha, donc une particule positive de charge petit q, qui va venir bombarder un atome. Donc Rutherford a compris à la fin qu'au cœur de l'atome on avait un noyau positif, donc de charge grand Q. Donc initialement la particule incidente a de l'énergie cinétique mais pas d'énergie potentielle puisqu'elle est très très loin de la charge grand Q. Et en fait en s'approchant de la charge grand Q on va avoir une répulsion et la particule chargée petit q va pouvoir repartir en arrière. Donc l'estimation de la dimension du noyau qui est très très petit, ça pourrait être la valeur de R. Donc en fait on va suivre l'idée que l'énergie se conserve. Donc l'énergie cinétique initiale à la fin se transforme en énergie potentielle. Donc on a l'expression mathématique en dessous. Et on en déduit donc l'expression de petit r qui est égale à 2K grand Q fois petit q divisé par mv2. Maintenant, si la particule incidente alpha si la particule incidente était la particule alpha, comme dans l'expérience de Rutherford, la charge petit q est égale à plus 2e, et on en déduit cette expression pour la dimension du noyau. Alors un peu de vocabulaire important pour la suite du cours. Ce qu'on va appeler un nucléon, ça peut être soit un proton, soit un neutron. Ce sont nucléons. Nucléus, ça voulait dire noyau. Donc les nucléons sont les constituants du noyau. Ce qu'on va appeler un nucléide, ça correspond à l'ensemble des protons et neutrons présents dans le noyau.
Deux nombres très importants, le numéro atomique Z, c'est le nombre de protons. Alors pas électrons, parce que si on a par exemple, premièrement les électrons sont présents autour de l'atome, mais là on s'intéresse à ce qu'il y a dans le noyau, donc c'est des protons. Le nombre de masse, ça correspond au nombre total de nucléons, protons plus neutrons. Euh, Sur la notation, en général, on prendra une notation du style X, X étant le symbole de l'élément, par exemple pour le cuivre, ça sera Cu. Et puis on va donner le nombre de masse et le nombre atomique Z. Alors voilà l'exemple pour le cuivre, on a Z égale 29, A le nombre de masse égale 65, donc on peut en déduire le nombre de neutrons, tout simplement 65 moins 29, on récupère 36 neutrons. Maintenant, ce qu'on va appeler aussi des isotopes, bah, vous le connaissez peut-être, ce sont des éléments qui vont avoir le même nombre de protons, donc le même nombre Z, mais un nombre différent de neutrons, donc un nombre de masse A différent. J'essaie de passer à la suite. Alors voilà, un petit problème. Si vous prenez un noyau qui est constitué de protons, et vous savez que le noyau a une dimension qui est très très faible, bah, les protons sont chargés positivement, donc vous avez appris qu'il y a des forces électriques entre des charges, donc on appelle les forces de Coulomb. Et si les protons possèdent des charges positives, on a des forces qui vont être répulsives. Le seul problème, c'est que, alors on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, les protons vont se séparer, mais si les protons se séparent, ça veut dire que les noyaux sont pas stables. Alors il existe quelques noyaux qui sont pas stables dans la nature, mais pour la plupart ils le sont. Donc pour expliquer que malgré cette répulsion qui est très très forte à l'échelle du noyau, euh, donc pour lutter contre ces forces répulsives, on doit avoir des forces qui sont plus grandes encore, infiniment, enfin beaucoup beaucoup plus grandes, et qu'on va appeler en fait interaction forte. Ça va correspondre à une interaction intractive entre tous les protons, mais pas simplement, pas simplement entre les protons, entre tous les nucléons, donc les neutrons compris. L'énergie de liaison. Donc avant de commencer cette partie qui est fondamentale, petite remarque sur les unités de masse. Alors premièrement, bah, vous connaissez tous la formule E égale mc2, qui donne la relation, enfin l'équivalence entre l'énergie et la masse. Bah, si je prends cette formule et que j'exprime la masse en fonction de l'énergie et la vitesse de la lumière au carré, j'ai m est égal à E sur C2. Alors en physique nucléaire, les énergies, on va en général les exprimer en électronvolts. Donc on va avoir des unités de masse qui vont être exprimées le plus souvent en électronvolts divisé par C au carré. Alors je donne un exemple. Par exemple, pour le proton, il a à peu près une masse de 938,3 MeV. MeV, c'est méga électronvolts divisé par C au carré. Autre unité de masse. Alors c'est pas qu'on veut absolument vous perturber, mais parfois c'est plus simple pour nous. L'unité de masse atomique, on va la noter U. La définition est la suivante. On va encore prendre le carbone comme référence, un petit peu comme on avait fait en chimie pour la mole. Donc l'unité de masse atomique, 1U, est égale à 1/12e de la masse du carbone 12. Donc en fait, 1U, ça va être à peu près 931,5 MeV divisé par C au carré. Et si on voulait l'avoir en kilogrammes, ça fait à peu près 1,66 fois 10 puissance moins 27 kilogrammes. Donc là, je vous ai donné la masse du proton. Bah, tout à l'heure, elle était donnée en MeV par C au carré. Là, je vous les ai donnés en unité de masse atomique. Et on s'aperçoit que la masse du proton et la masse du neutron sont pas exactement les mêmes, mais en tout cas très proches. Le défaut de masse. Alors vous allez comprendre, je vais prendre un noyau de fer, donc Z égale 26 et puis A 54. Donc j'ai 26 protons, 28 neutrons. Et puis je vais en fait regarder la masse de tous les nucléons présents dans le noyau. Donc j'ai 26 protons, je multiplie 26 par la masse d'un proton. Je vais prendre la masse d'un neutron multiplié par 28. Et je vais me retrouver en unité de masse atomique avec une valeur de 54,43204. Mais voilà, le problème, c'est que quand les gens ont estimé, mesuré la masse d'un noyau de fer, on a trouvé une valeur plus petite. On a recommencé, recommencé, recommencé. On s'aperçoit que la masse du noyau de fer est 53,9 à peu près, contre 54,4 unités de masse atomique. Donc on a un problème, ça veut dire que si on prend les nucléons de manière séparée, et on prend le noyau de fer qui est constitué des mêmes nucléons, mais tous regroupés,
on n'a pas une conservation de la masse. Donc en fait, on vous a menti depuis le collège en vous disant que la masse est toujours conservée dans les réactions chimiques. Eh ben, on s'aperçoit que en physique nucléaire, on a un petit problème. Donc c'est cette différence de masse entre la somme des masses des nucléons séparés et celle du noyau, c'est ce qu'on va appeler le défaut de masse. Donc en fait, imaginez, je prends un noyau et puis j'apporte beaucoup d'énergie pour séparer les nucléons. Donc une fois que je les ai séparés, on va supposer qu'on a apporté suffisamment d'énergie pour que à la fin les nucléons soient séparés, mais donc séparés, donc ils n'auront plus d'énergie potentielle entre eux et ils n'auront plus d'énergie cinétique. On va dire qu'on a apporté suffisamment d'énergie pour les séparer, mais pas qu'ils bougent à la fin. Eh ben, on va avoir donc des masses différentes. Et la question, c'est où est passée l'énergie que nous, on a apportée? Eh ben, en fait, les nucléons ont stocké de l'énergie à la fin sous forme de masse. Et ben, c'est ça, souvenez-vous de la relation qu'il y a entre l'énergie et la masse. J'apporte de la masse au noyau, j'apporte pardon, de l'énergie au noyau pour séparer les nucléons. À la fin, je récupère des nucléons qui ont possédé une masse, mais ils ont stocké une partie de l'énergie que moi j'ai apportée. Conclusion, ils ont une masse légèrement plus élevée quand ils sont séparés que quand ils sont ensemble dans le noyau. Alors, la définition de l'énergie de liaison, euh, ça correspond, donc elle est toujours exprimée en mégaélectronvolts, ça correspond à l'énergie ou le travail que l'on doit fournir pour séparer les constituants du noyau. Alors ici, on a une des courbes les plus célèbres en physique nucléaire. On a l'énergie de liaison par nucléon, donc divisé par le nombre total de nucléons présents dans le noyau, en fonction du nombre de nucléons. Et on s'aperçoit qu'on a une courbe qui monte, on a un petit décrochage au niveau de l'hélium, on atteint un maximum, et puis on redescend un peu plus vers le bas avec à la fin l'uranium. En fait, la partie maximale, ça correspond en fait aux éléments qui sont les plus stables. Plus l'énergie de liaison est importante, plus à ce moment-là, il faudrait fournir d'énergie pour séparer les nucléons. Donc en fait, plus l'énergie de liaison est importante, plus on va avoir de la stabilité au niveau de l'élément. Voilà pour la partie 1, et puis on se revoit très bientôt. Au revoir.